Eh bien, chers collègues, chers élèves présents derrière vos postes dans vos établissements, chers élèves réunis ici à Sèvres, nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi Olivier Pourriol pour une leçon de philosophie sur un texte des plus célèbres de Rousseau consacré à la question du droit du plus fort. Olivier a l'habitude de traiter ces questions avec quelques extraits de cinéma. Je pense que nous serons en mesure de réussir cette prouesse technique pour que ces propos soient illustrés comme il se doit. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. C'est une contribution à notre fête de philosophie. Il n'y a peut-être pas plus festif que le cinéma, je n'en sais rien. En tout cas, la philosophie a sans doute des tonalités qui invitent à la fête, à notre façon, en travaillant sérieusement autour d'une question de philosophie, sans se donner trop de chagrin, n'est-ce pas? Mais bon, on va donc commencer par un extrait de film comme promis. C'est un extrait du film 300. À l'âge de 7 ans, comme le veut la coutume à Sparte, le garçon fut enlevé à sa mère et plongé dans un monde de violence. Forgé par les 3 siècles d'histoire de la société guerrière spartiate, pour former les meilleurs guerriers que le monde ait connus, l'agogée, c'est son nom, oblige le garçon à se battre. La femme le pousse à voler, et s'il le faut, à tuer. Il est puni à coups de trique et de fouet, entraîné à ne montrer ni douleur, ni pitié. Sans cesse mis à l'épreuve, jeté dans la nature, seul, avec son intelligence et sa volonté, face à la fureur du monde. C'était son initiation, ce temps dans la nature sauvage. Car il reviendrait auprès des siens, spartiates, ou ne reviendrait pas. Le loup tourne autour du garçon, des griffes noires et puissantes, le poil sombre comme la nuit, les yeux rougeoyants, tels des rubis sortis du gouffre de l'enfer. L'énorme loup renifle, savourant l'odeur du festin à venir. Ce n'est pas la peur qui le tient, seulement un sens plus aigu des choses. L'air froid dans ses poumons. Les pins courbés par le vent dans la nuit qui tombe. Ses mains sont fermes. Sa position parfaite. Bonjour, bienvenue. Vous connaissez peut-être ce film 300 qui se réfère à un épisode. Vous avez donc les Spartiates qui vont affronter les Perses et ils sont 300 contre des centaines de milliers. Alors aujourd'hui, je ne vais pas simplement parler du droit du plus fort, parce que le texte, vous l'avez sûrement étudié en classe, vous allez le faire. Je vais vous proposer de circuler à travers des distinctions que met en place Rousseau pour répondre à une première question qui est: est-ce que les hommes sont naturellement ennemis? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'état de nature, comme on dit, est-ce que les hommes sont ennemis? Et est-ce que c'est pour sortir de cet état d'inimitié originelle que l'on crée une société? Et ça, c'est à l'époque où Rousseau écrit. Il écrit dans un contexte historique et philosophique qui est le suivant, pour le résumer très rapidement.
vous avez en face de lui un philosophe anglais qui s'appelle Hobbes, H-O-B-E-S, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Léviathan, où il considère que l'état de nature, c'est-à-dire c'est un état pré-social, c'est un état, c'est la description de ce que serait l'homme sans société. Vous voyez, c'est pas l'homme avant la société, hein. C'est ce que serait l'homme sans société. Eh bien, s'il n'y avait pas de société, les hommes, dit Hobbes, seraient naturellement ennemis. Ce que récuse Rousseau. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est ça la question qui nous tient. Hein, pour que des distinctions philosophiques aient un sens, il faut qu'elles s'inscrivent dans un problème, dans une question. Et les distinctions servent à y voir plus clair dans un problème. Donc ça, c'est ça le problème qu'affronte Rousseau. Et la thèse de Rousseau, je vous la donne, hein, parce qu'on va pas faire du suspense, on va essayer de faire de l'explication, c'est pas pareil. La thèse de Rousseau, c'est que les hommes ne peuvent pas être naturellement ennemis, puisque à l'état de nature, donc qu'est-ce que l'état de nature? Je vous rappelle, ce n'est pas un moment qui s'est historiquement passé. L'état de nature n'a jamais existé. L'état de nature, c'est une hypothèse que font les philosophes, comme Rousseau ou comme Hobbes, une description hypothétique de ce que serait l'homme sans société. Je vous rappelle que historiquement, l'homme sans société, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme sans société. Vous voyez? Donc les philosophes ne sont pas des historiens. Ils font une hypothèse abstraite, un peu comme si c'était de la géométrie politique. Vous savez qu'en géométrie, par exemple, la figure du triangle, du cercle, du carré, de la droite, ce sont des figures qui n'existent pas dans la nature. Il n'y a pas de forme parfaite dans la nature. Si vous comparez même deux cristaux, hein, qui sont les formes aussi parfaites que possible, à l'échelon microscopique, il n'y a que des différences. Donc la droite n'existe pas dans la nature, le cercle parfait n'existe pas dans la nature, quelle que soit l'échelle à laquelle vous regardez un objet circulaire, il y a toujours un moment où dans la nature vous aurez une irrégularité, et le cercle qui vous paraît parfait pour votre œil, tracé au tableau par exemple, à l'échelle d'une fourmi, ce sera uniquement des irrégularités. Donc, vous voyez, de même qu'en géométrie, on invente des idées, des formes pures, en philosophie, Rousseau ou Hobbes font des hypothèses qui sont des formes pures de ce que serait l'homme sans société. Donc surtout, ne confondez pas état de nature et un état pré-social, c'est pas ça. Hein. L'état de nature, ça sert simplement à comparer, disons à créer un contraste entre l'homme en société et l'homme sans société. Ça aide à définir ce qu'est l'homme en société par opposition à ce qu'il serait sans société. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Ça, c'est le point de départ. Alors, le moment où Rousseau se sépare de Hobbes, c'est quand Hobbes dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Vous avez remarqué dans l'extrait, évidemment, j'ai choisi un rite initiatique dans la société spartiate, où vous avez le rite de passage à l'âge adulte. Comment intégrer la société des citoyens spartiates? Il faut faire la preuve qu'on est capable d'affronter seul la force, hein, la force naturelle. Vous remarquerez au passage que nos sociétés se sont extrêmement adoucies, puisque même si vous passez le bac, hein, l'oral du bac n'est pas de ce type-là, normalement vous en revenez vivant, même si vous le ratez, vous avez même l'occasion de le refaire. Là, c'est du qui tout double. Et donc, si vous voulez, l'école spartiate, hein, au passage, l'agogé, hein, ça se prononce l'agogé, n'était pas simplement une école qui servait à fabriquer des guerriers, ça fabriquait des citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement des coups de trick et des épreuves physiques, il y avait également l'apprentissage de la musique, de la lecture, de l'écriture. Le but, c'était en fait, de former des citoyens complets. Et il se trouve que dans ces sociétés antiques, grecques en particulier, la citoyenneté et le risque de devenir soldat sont étroitement enlacés. Être citoyen, c'est être capable de faire son devoir, et donc de remplacer ce qu'on peut appeler la liberté naturelle par la liberté civile. Je vais vous donner beaucoup de distinctions, notez-les, si vous avez des questions à la fin de la séance, vous les poserez. La liberté naturelle, si on la définit très simplement, vous voyez, il y a l'idée d'un droit naturel. C'est une idée un peu paradoxale, puisque dans la nature, il n'y a pas de droit. Si par exemple, je ne sais pas moi, un lion se jette sur une antilope et la dévore, on ne peut pas lui faire un procès, parce qu'il n'y a pas de contrat social, il n'y a pas de droit dans la nature. Le lion a tous les droits, l'antilope a tous les droits, les oiseaux ont tous les droits. Ce sont des droits qui sont bornés par simplement leur puissance physique. Vous voyez ? Il n'y a pas de contrat, il y a des bornes. Et quand on remplace la liberté naturelle, c'est-à-dire qu'on reçoit à l'état de nature lorsqu'on est hypothétiquement un homme sans société, on a droit à tout,
mais on ne peut pas tout faire. Exemple, vous avez le droit de traverser, je ne sais pas moi, par exemple l'océan Atlantique, vous avez le droit de le traverser à la nage. Allez, selon votre liberté naturelle, mais vous serez borné par votre puissance physique. Vous risquez de vous noyer au bout de quelques kilomètres. Vous voyez, c'est ça, à l'état de nature, la liberté naturelle vous donne droit à tout, mais vous êtes borné par ce que vous pouvez réellement faire physiquement. Alors qu'à l'état civil, c'est-à-dire l'homme en société, c'est-à-dire défini par un contrat, vous renoncez à votre liberté naturelle, vous renoncez à tout faire, mais tout ce que vous allez faire, vous aurez le droit de le faire, et ce sera garanti. Exemple, l'exemple le plus simple dont on peut faire l'expérience, un passage piéton, un feu rouge, un feu vert. À l'état de nature, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de feu vert. Si vous traversez, si vous êtes, je sais pas, une antilope qui traverse comme ça, et tout à coup il y a un troupeau d'éléphants qui arrive au carrefour, vous faites écraser par l'éléphant, qui est un poids lourd, équivalent d'un poids lourd, vous ne pouvez pas porter plainte, vous ne pouvez pas vous plaindre, parce qu'il n'y avait pas de contrat. Mais si vous vous mettez d'accord, si ce contrat qu'on appelle le code de la route, vous le signez, à ce moment-là, vous vous engagez à vous arrêter au feu rouge. Pourquoi ? Parce que ça vous protège quand vous passez au feu vert. Donc vous limitez votre liberté naturelle et en échange, vous recevez la sécurité et vous recevez un droit. Donc un devoir et un droit sont associés strictement, ils naissent en même temps. Et l'idée, c'est de remplacer la liberté naturelle par la liberté civile. Est-ce qu'on perd en liberté ? Apparemment oui, puisqu'on peut faire moins de choses. En réalité, non. Parce qu'on n'est pas plus ou moins libre. Libre, on l'est absolument. Soit on l'est complètement, soit on ne l'est pas du tout. Donc, quand on passe de la liberté naturelle à la liberté civile, on n'est pas moins libre, on est libre de manière aussi absolue, mais on est libre différemment. C'est quoi la différence ? C'est qu'on a remplacé les rapports de force par des rapports de droit, on a remplacé les contraintes et les bornes que l'on subissait naturellement par des limites qu'on a choisies, on a remplacé la force par l'obligation. Si vous regardez les deux mots, force et obligation, le mot obligation a un préfixe, obligation, c'est ce qui nous lie. Il y a l'idée de lien. L'obligation, c'est ce qui nous lie d'abord à nous-mêmes et ensuite, par conséquence, aux autres. Et il y a une très belle expression du philosophe Alain pour expliquer ça. Il dit « noblesse oblige ». Vous voyez, la force, elle contraint, mais noblesse oblige, ça veut dire que l'obligation, c'est quelque chose qu'on peut choisir. Donc si vous faites une distinction très simple, la force vient toujours de l'extérieur, l'obligation vient de l'intérieur. La force est subie, l'obligation est choisie. C'est ça la différence entre la liberté naturelle, où on subit les bornes que nous impose notre force quand elle rencontre d'autres forces, et quand on la remplace par la liberté civile, où là, on choisit des limites, et on choisit de s'arrêter au feu vert, pas simplement parce qu'on sera rattrapé par un policier si on passe au feu rouge, mais parce que ça garantit notre sécurité, enfin on s'arrête au feu rouge, pardon, ça garantit notre sécurité quand on passe au feu vert. Voilà. Bon, une fois que ceci est mis en place, à quoi on a assisté là ? Apparemment, on a assisté à un simple rapport de force. Vous avez un enfant qui est en fin d'études et qui sort de l'école pour entrer dans la société. Et pourtant, son rite initiatique se passe en affrontant la nature. Donc vous pouvez avoir l'impression que c'est un rapport de force. Si vous regardez de plus près, vous apercevez que cet enfant n'est pas seul. D'abord, il est armé. Vous avez remarqué, il porte une lance, c'est un outil. C'est une marque de socialisation, de société. C'est peut-être un outil qu'il a fabriqué, mais on lui a appris à le fabriquer, on l'a formé, et donc quand il passe son initiation, il est accompagné de toute la formation qu'il a subie. Et le but, c'est justement de sortir de l'état de nature. On peut considérer qu'un enfant vit à l'état de nature, puisque au fond, ce sont ses parents qui règlent les questions de droit. Ce sont ses parents qui sont responsables. Et devenir un adulte, en fait, c'est passer de l'état de nature enfantin à l'état civil adulte en faisant la preuve qu'on est capable, dans cette société spartiate, vous avez vu, c'est pas l'oral du bac, c'est plus radical, qu'on est capable de déployer de l'intelligence, de la ruse, pour affronter la force brute. Voilà. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible, tout en étant aussi clair que possible. Je vous montrer la question, en fait, du style d'association. On peut considérer qu'il y a des sociétés qui sont véritablement de l'ordre de la liberté civile, qui reposent sur un contrat, alors que d'autres sociétés reposent sur ce que Rousseau appelle une simple agrégation. C'est la différence entre un troupeau de moutons et une société d'hommes. Un troupeau de moutons, c'est une agrégation, c'est-à-dire c'est juste un, et puis un, et puis un, et puis un, et c'est une juxtaposition d'individus qui ne forment pas société, c'est simplement un tas, alors que quand on forme société, on forme ensemble un tout. Et c'est la différence entre une juxtaposition d'individus et une équipe, par exemple.
Alors vous allez voir comment ce thème est édicté, et même prononcé par une espèce de poète porte-parole qui va chauffer les troupes spartiates, qui sont simplement 300 face à des centaines de milliers de Perses, et il va décrire l'affrontement que vous allez ensuite voir. Cela fait plus de 30 ans depuis le loup et l'hiver glacial. Et maintenant, comme alors, une bête approche. Patiente et confiante, savourant le festin à l'avance. Mais cette bête est faite d'hommes et de chevaux, de lances et de glaives. Une armée d'esclaves vaste au-delà de l'imaginable, prête à dévorer la petite Grèce, prête à détruire le seul exemple au monde de raison et de justice. La bête approche. Et c'est le roi Léonidas lui-même qui l'a provoqué. Bon, la métaphore est extrêmement claire. Vous avez compris que le groupe que forment les Perses est réduit à un état d'animalité. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas une société libre. Vous avez le roi Xerxès, qui est une sorte de léviathan, pour reprendre le terme de Hobbes, c'est-à-dire un être qui se pose comme supérieur, comme transcendant, comme au-dessus des autres, ayant droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Et du point de vue de Rousseau, et du point de vue également des Spartiates, ce n'est donc pas une société d'hommes, ce sont des animaux, puisqu'ils vivent selon des rapports de force. Vous voyez, ils ont délégué au souverain le droit de vie et de mort sur eux, ou en tout cas ils le subissent, et par conséquent, on peut considérer que la société des Perses, dans cette fiction-là, hein, évidemment, est constituée de loups, même si en fait les loups ne se comportent pas du tout comme des... Ils ne sont pas inhumains entre eux, les loups. Donc oui, ça reste une image. Mais une société d'animaux par opposition à une société d'hommes. Et vous avez une disproportion dans le rapport de force. Vous avez des centaines de milliers, mais d'une certaine manière qui ne forment qu'un tas confus. C'est une bête. Et en face, vous avez des hommes qui, certes, ne sont pas nombreux, mais qui forment une société humaine. Ils sont 300 contre, apparemment des centaines de milliers, mais finalement 300 contre 1. Et donc la métaphore est très claire. Vous vous souvenez de la ruse qu'a déployé l'enfant, enfin l'adolescent, pour affronter le loup. Il l'a attiré dans un piège, dans des portes, vous voyez, dans une porte étroite. Et la bataille des Thermopyles, dont vous allez voir une reconstitution, un court extrait en tout cas, Thermopyles, ça veut dire les portes chaudes. C'est un défilé étroit, parce qu'en fait c'est rationnel. Hein. La raison c'est quoi ? C'est un calcul. Un calcul c'est quoi ? C'est de proposer une économie. Comment on fait pour affronter des centaines de milliers de soldats ? Eh bien, il suffit en fait de les faire se présenter successivement par petits morceaux. Vous allez découper la difficulté, et si vous les attendez dans un défilé, dans des portes chaudes, dans un défilé étroit, ils vont être obligés de se présenter à vous, et vous serez tout le temps à égalité avec eux. Vous serez peut-être même plus nombreux si vous êtes plus ordonnés. Voilà l'astuce de départ. Donc ça vous est présenté d'abord métaphoriquement, et là le loup va être constitué d'hommes, d'armes, et vous allez voir s'affronter une société sous contrat, les Spartiates, avec en face un groupe qui se présente comme animal et dispersé. Alors vous allez voir que cette question la question de la citoyenneté, de ce qui fait la citoyenneté, Rousseau est quelqu'un qui admire énormément les sociétés antiques, en particulier grecques et romaines, puisque pour lui, c'était une époque idéale où les hommes avaient complètement renoncé à leur liberté naturelle pour profiter pleinement de leur liberté civile. Ça veut dire quoi ? Ce qui faisait le sens d'une vie dans une société grecque ou romaine, c'était d'être citoyen, c'était de faire son devoir. Faire son devoir, à l'époque, n'était pas perçu du tout comme une punition extérieure, mais véritablement comme une obligation qui témoigne d'une noblesse humaine. Et pour s'intégrer dans une société antique, il fallait donc faire son devoir. Et à l'époque, faire son devoir, ça supposait prendre le risque d'être soldat. Donc vous allez voir s'affronter là, c'est très intéressant dans cette conversation à laquelle vous allez assister. D'un côté, les Spartiates, qui sont beaucoup moins nombreux qu'attendus par leurs alliés grecs. Et puis ensuite, vous avez d'autres cités grecques qui, elles, ne sont pas spécialisées dans la guerre, parce que la spécialité de Sparte, c'est l'idée que pour être citoyen, il faut être soldat. Alors que, dans une société grecque traditionnelle, être citoyen implique le risque de temps en temps d'être soldat, mais ce n'est pas un métier. Vous voyez ? Citoyen et soldat, ce n'est pas la même chose. Eh bien, on va voir s'affronter ces deux visions.
Nous avançons. Pour nos terres, pour nos familles, pour notre liberté. Nous avançons. Daxos. En voilà une bonne surprise. Ce matin est plein de surprises, Léonidas. Ça trompé, ils sont tout au plus quelques centaines. C'est ça la surprise. Silence! C'est ça leur armée. On a su que Sparte partait en campagne. On tenait à se joindre à vous. Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes avec toi pour affronter Xerxès? J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas? Toi, là-bas, quel est ton métier? Je suis potier, Seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier? Sculpteur, Seigneur. Sculpteur. Et toi? Je suis forgeron. Spartiate! Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. La distinction qui est importante et qui est vraiment décisive que fait Rousseau, c'est vraiment lui qui invente ça. Notez-la, elle est vraiment très importante. C'est la distinction entre homme, citoyen, soldat et ennemi. On peut être les quatre choses successivement, ou en même temps, ou selon des couches à définir. Homme, c'est ce qu'on est à la naissance, naturellement. La liberté naturelle nous fait homme. C'est-à-dire qu'un homme sans société, c'est quand même un homme. Il a le droit de vie, il a le droit de vivre. Et il a des droits qui ne sont bornés que par sa puissance physique et par les forces qu'il rencontre. Donc homme, c'est ce qu'on est à l'état de nature. L'homme sans société, c'est quand même un homme. C'est une brute, mais c'est un homme. C'est une brute au sens où il n'est pas civilisé, développé, il n'a pas de langage, mais peu importe, c'est un homme. Citoyen, c'est ce qu'on est lorsqu'on reçoit la liberté civile du contrat social, lorsqu'on s'associe. Un citoyen, c'est lorsque nos droits sont garantis par l'association, qu'on fait avec d'autres. On renonce à la liberté civile pour vivre selon la liberté... renonce à la liberté naturelle, pardon, pour vivre selon la liberté civile. Quand on s'associe à d'autres, le risque, évidemment, c'est quoi ? C'est le devoir de solidarité. C'est-à-dire si l'un des membres du pacte est attaqué, alors il doit être protégé par la force commune. Et donc, si le contrat social est attaqué de l'extérieur par un autre État, si une guerre est déclarée, alors le citoyen doit prendre les armes pour défendre le contrat qui le lie aux autres. Vous voyez ? Si vous êtes protégé par la force commune, dit Rousseau, vous faites partie aussi de la force commune, et le jour où votre contrat est attaqué, si le plus faible d'entre vous est attaqué, vous devez le protéger en vous associant aux autres membres de votre contrat, à vos autres co-contractants, et donc vous devez prendre le risque de mourir pour défendre les droits qui vous sont garantis en temps de paix. Vous voyez que l'invention de la paix, en fait, l'invention du droit, suppose la naissance de la guerre. Et donc il n'y a pas de guerre à l'état de nature. La guerre, c'est une invention qui suppose d'abord l'invention du droit. Et le philosophe Hegel faisait remarquer que les guerres les plus meurtrières étaient nées avec le droit. Les guerres vraiment meurtrières, les premières à avoir fait beaucoup de morts, ce sont les guerres napoléoniennes. Napoléon qui a développé dont le droit civil est encore en exercice dans quasiment toute l'Europe. Pourquoi le droit, ça fait des morts? Parce que le droit, c'est un absolu. Quand vous n'avez que des intérêts particuliers qui s'affrontent, exemple dans la guerre de 100 ans, vous avez des seigneurs qui s'affrontent, des barons, qui louent des mercenaires, qui louent les services de soldats qui ne sont pas des citoyens, ils les payent pour se battre, et évidemment l'idée c'est de faire des économies. Donc on se met face à face, vous avez deux armées louées, quoi, et puis une fois qu'on s'est mis face à face, bon regarde, si on se bat, il va y avoir des morts, ça va nous coûter cher à tous les deux. Mais regarde, je suis 2 fois plus nombreux que toi, moi mes soldats ils sont meilleurs, on va te mettre la pâtée, donc si tu veux, on ne se bat pas et tu me files ta fille. Je la marie à mon fils et tu me files ce territoire-là. Et donc, par exemple, la guerre de 100 ans, pourquoi elle dure 100 ans? C'est parce qu'on lutte rarement à mort. On passe son temps à négocier avec des intérêts particuliers face à face. Alors que quand vous avez affaire à un affrontement qui est fondé sur le droit, lorsque 2 États se déclarent la guerre pour une question de droit, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et donc, ça va au bout. Donc, les guerres napoléoniennes sont les premières guerres à avoir fait vraiment des dizaines, des centaines de milliers de morts, parfois en une journée, associé évidemment à un progrès technologique qui est l'usage de la poudre. Ça fait beaucoup plus de morts. Bon, c'était un peu une digression.
Là, vous avez en fait homme, citoyen, soldat. Vous comprenez que soldat, on ne l'est pas par nature. Soldat, on l'est uniquement si on est déjà citoyen. Et par conséquent, ennemi, on l'est par accident. On l'est à l'occasion d'une guerre déclarée entre deux États, si on devient soldat pour défendre un contrat social. Donc les hommes, c'est ça qui est important. Pourquoi Rousseau fait cette distinction? Il veut dire par là que les hommes ne peuvent pas être naturellement ennemis. Les hommes ne sont pas des loups pour l'homme. Les hommes ne sont pas naturellement ennemis, ils le deviennent à l'occasion d'une guerre si elle est déclarée entre États. Et il suffit, dit Rousseau, qu'un ennemi dépose les armes pour redevenir simplement homme. Donc ça veut dire quoi? Si vous êtes dans une guerre, vous avez des ennemis qui luttent à mort, et si l'un des deux renonce à défendre le contrat social, les armes à la main, alors il redevient simplement homme. Alors par conséquent, ça va? Par conséquent, si vous êtes dans une guerre et que vous vous rendez, vous ne devenez pas l'esclave de votre ennemi. Vous redevenez homme. Vous n'êtes plus citoyen, mais vous redevenez homme. On a gardé ça pour la fin. Alors on enchaîne. On va voir maintenant s'affronter. Je vous ai décrit tout à l'heure deux styles de manière d'être ensemble. Soit une simple agrégation. Je vous ai parlé d'un troupeau animal où il n'y a pas de lien contractuel. Les animaux sont posés les uns à côté des autres. Et en face, vous avez une association. Une association, ça suppose un rapport de droit. Donc là, vous allez voir s'affronter deux styles de combat extrêmement, évidemment, simplifiés, caricaturés. Vous allez voir d'un côté l'ordre spartiate, l'ordre grec, avec de la géométrie, avec de la rationalité, avec de la cohésion. Chacun protège son voisin avec son bouclier. Donc l'arme que vous utilisez, ne l'utilisez pas simplement pour vous protéger vous. Elle n'a de sens qu'utilisée collectivement. Vous avez la lance. La lance, c'est un segment avec un triangle. Vous allez voir que toutes les formes géométriques sont accentuées pour donner du côté spartiate l'idée d'ordre et du côté perse l'idée de désordre. Donc du côté spartiate, une association de citoyens qui ont des rapports de droit entre eux, et en face, une simple agrégation d'hommes qui finalement ont un rapport animal entre eux. Spartiates! Déposez vos glaives et vos lances! Venez, Perses! Venez les prendre! Abandonnez rien, mais prenez tout à ces fils de chienne. Attention! Poussez! Vous pouvez pas mieux faire! Poussez! Poussez!
c'est assez clair. Donc d'un côté, un contrat d'association, c'est l'efficacité spartiate, et en face, une simple agrégation avec un désordre. On voit qu'ils n'ont pas de lien social. Ce sont pas des guerriers, comme dit le roi Léonidas, ce sont simplement des esclaves qui se battent simplement parce que s'ils ne se battent pas, ils seront punis de mort par leur souverain. Et alors que les Spartiates se battent parce qu'ils ont un lien substantiel entre eux, qui est un lien de co-citoyenneté. Voilà, donc je pense que vous vous souviendrez bien de la différence entre association et simple agrégation. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'on forme un tout. Hein. Si on n'a pas de lien social, on forme simplement un tas. Alors on est un peu pris par le temps, donc je vais essayer d'avancer avant de prendre vos questions. Là, on voit deux mondes s'affronter. Vous avez le monde grec et puis le monde perse. D'une certaine manière, on ne peut pas dire qu'ils se font vraiment la guerre, puisque si du côté spartiate, vous avez vraiment un État, du côté perse, il n'y a pas de lien de citoyenneté. Et c'est pourquoi, en fait, ils ne disent pas qu'ils combattent des ennemis, parce qu'en fait, ils considèrent qu'ils n'ont pas des soldats en face d'eux, qu'ils ont des animaux. Et donc, évidemment, c'est une manière d'insulter son ennemi, souvent de le réduire à l'animalité. Et c'est comme si ces 300 soldats contre 100 000 étaient... eux, les seuls hommes, et s'ils se battaient contre des forces naturelles. Alors on a, dans un film de Steven Spielberg qui s'appelle La Guerre des mondes, qui est un remake, une adaptation de La Guerre des mondes de Wells, qui avait donné lieu à un premier film. Dans La Guerre des mondes, vous avez un problème apparemment similaire, qui est un rapport d'antagonisme entre des humains et des extraterrestres. Et on va vous montrer le combat à venir du point de vue des extraterrestres. Je vous demande d'être extrêmement attentif dans cet extrait. Apparemment un détail, mais c'est un détail très important. Regardez comment la planète Terre est présentée. On va commencer à l'échelle microscopique, puis on va arriver à l'échelle d'une goutte d'eau, puis on va arriver à l'échelle d'une planète, et ensuite, regardez bien en quoi la planète Terre se transforme. Personne n'aurait cru, dans les premières années du XXIe siècle, que notre monde était observé par des intelligences supérieures à la nôtre. Que, tandis que les hommes s'occupaient à leurs différentes activités, ils étaient observés et étudiés. D'aussi près qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là, à travers la planète, confiants dans leur empire sur ce monde. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des intellects vastes, froids et hostiles considéraient notre planète avec des yeux envieux. Et lentement et sûrement dressaient leurs plans contre nous. Vous avez vu en quoi se transforme la planète Terre ? Se transforme en feu rouge. Et vous avez un fondu enchaîné, la planète Terre devient rouge, puis se transforme en feu rouge. La planète Terre, c'est la planète feu rouge. Ça veut dire quoi ? C'est la planète sur laquelle les hommes ont essayé, en formant des sociétés, de remplacer les rapports de force, c'est-à-dire les rapports naturels, par des rapports de droit, de remplacer la force et les contraintes de la force, les conflits naturels, par des obligations, et par des limites choisies, par des droits. Et dans cet univers où on a essayé de remplacer les rapports de force par des rapports de droit, tout à coup fait irruption une force alien, extraterrestre, appelez-la comme vous voulez, une force qui va porter le conflit sur un nouveau plan et qui pose la question du rapport d'échelle. C'est-à-dire quand vous regardez des bactéries, ou si vous regardez par exemple des vers de terre, est-ce que vous pouvez imaginer que les vers de terre, à leur échelle, forment société ? Est-ce que quand vous ramassez un ver de terre pour aller à la pêche, donc vous le tuez, vous en servez pour pêcher, est-ce que vous considérez que vous avez commis un crime ? Ou est-ce que vous considérez que comme vous n'avez pas passé de contrat avec le ver de terre, vous ne lui avez pas déclaré la guerre non plus,
vous êtes dans un simple rapport de force naturel. Et vous vous souvenez qu'à l'état de nature, la liberté naturelle vous donne d'une certaine manière tous les droits qui ne sont que bornés par votre puissance physique. Si vous ne passez pas de contrat avec les vers de terre, vous pouvez vous en servir pour pêcher. Voilà. Et donc là, le problème, c'est quoi? C'est que les humains sont en position de vers de terre. Les extraterrestres considèrent les humains comme une ressource, comme des animaux, et pas du tout comme des semblables avec qui ils vont pouvoir passer un contrat. Et c'est là que le film est très très inquiétant. Alors vous allez voir que cette irruption d'un état de nature, parce que l'état de nature, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était qu'une hypothèse. Je vous ai dit tout à l'heure que l'état de nature, ça n'existait pas, ce n'était pas l'état originel d'une société. Mais vous allez voir que ça peut être un état dégradé d'une société. L'état de nature n'est pas quelque chose qui existe avant la création d'une société, parce qu'il n'y a pas d'avant. Il y a toujours eu des sociétés. Mais si une société se dégrade, si le sentiment citoyen, si le sentiment de solidarité se dégrade, alors vous allez pouvoir faire l'expérience réelle de l'état de nature. Donc si l'état de nature n'est pas un point de départ, ça peut être un point final, et c'est ce qu'on va voir dans la scène suivante. Je vous décris très rapidement. Vous avez Tom Cruise, qui est un père de famille séparé, qui a la garde de ses enfants pour le week-end, et qui est mécanicien. Et pas de chance, c'est le week-end où les extraterrestres attaquent. Mais comme il est mécanicien, il a réussi à réparer, il y a un problème de champ magnétique, je vous fais très court, il réussit à réparer la seule voiture donc, qui va fonctionner. Et il essaye de sauver sa famille, de sauver ses enfants. Vous remarquerez que donc, à l'endroit où il arrive, tout le monde veut la même chose que lui, tout le monde veut protéger sa famille. Et quand la petite fille, regardez bien, dit « Papa, est-ce que tu sais où on va ?» Regardez ce que répond le panneau routier. Ray. Ray. Papa. Tu crois que tu vas pouvoir? Tu crois que tu... T'arrêtes pas. Ne lève pas le pied. T'es prêt? Je suis, mais garde le pied dessus. Ça va, lâche. Où est-ce que tout le monde s'en va? J'en sais rien, Rachel. Nous, on sait où on va, non? Oui, on sait. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il veut qu'on l'emmène, Rachel. Ils veulent tous qu'on les emmène. On peut pas l'emmener? Non, tu t'assois au fond et tu mets ta ceinture. Robbie, mets ta ceinture. Mets ta ceinture, Rachel. Attache ta ceinture. Allez. Fais gaffe, hein. Je vous en prie, aidez-moi. Je peux pas, désolé. Je vous en prie, éloignez-vous de la voiture. Hey! Arrête cette bagnole! Arrête cette bagnole! Tu peux me transporter! Personne n'attend! Arrête cette bagnole! Descendez de là! Arrête cette bagnole! Accrochez-vous! Est-ce que ça va? Tu n'as rien? Descendez de cette voiture! Dégagez! Descendez de cette voiture, allez! Dégagez! Ouais, mon fils. On a assez dans les... Ouais, mon fils! Lâche ce flingue, mon vieux. Robbie! Lâche ce flingue, mon vieux. Lâche ce flingue. Robbie! Maintenant, mon vieux, écoute-moi. Pose ce flingue. Je prends la voiture. Ma fille est dans cette voiture. Pose ce flingue. Je vous en Je prie. prends cette voiture. Ce que je veux, c'est... Oh, ce putain de flingue! Cette fille.
Je prends la voiture. Je veux juste ma fille. Je vous en prie, laissez-moi emmener ma fille. Tout ce que je veux, c'est ma fille. Ok. Ouais, vas-y, emmène-la. Vas-y. Robbie. Alors que nous écrit Rousseau dans son chapitre consacré au droit du plus fort, il dit qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois. Non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrais la soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner? Car enfin, le pistolet qu'il tient est aussi une puissance. Vous voyez, la distinction que fait Rousseau, c'est celle entre force et obligation. Vous vous souvenez, ce que je vous ai expliqué, la force, c'est quand vous avez un simple rapport de force, c'est pas un rapport de droit. Donc la force ne suppose pas une obéissance à un droit, alors que l'obligation suppose de se soumettre volontairement à un droit. Vous voyez, c'est la différence entre une borne et une limite, entre une force et une obligation. Donc là, ce que vous venez de voir, qu'est-ce que vous venez de voir? Bien sûr, c'est de la fiction, mais c'est l'état de nature, tel que le décrit Hobbes, c'est-à-dire la guerre de chacun contre tous, la guerre de tous contre tous. Et comme le fait remarquer Rousseau, nul ne peut rester fort assez longtemps pour pouvoir convertir sa force en droit, évidemment. Puisque vous avez vu, il suffit d'avoir un pistolet pour qu'un autre apparaisse, etc., etc. Et on voit bien que ça provoque un délitement social qui se manifeste par des petits détails. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque le père entre avec ses enfants dans le bar, eh bien l'électricité disparaît, par accident, il est entré dans un poteau électrique. Et lorsque vous avez un délitement des liens sociaux, chaque individu, parce qu'il se referme sur lui-même et simplement sur sa famille, va perdre tous les bénéfices de l'association avec les autres citoyens, dont, par exemple, l'électricité. L'électricité, ce n'est pas un détail. C'est ce qui permet de faire le jour pendant la nuit. Parce que le problème d'une société, la première raison de s'associer, de faire un contrat social avec d'autres, c'est de garder le sommeil. Car quel est le moment, nous dit Rousseau, où l'homme, aussi fort soit-il, est aussi faible qu'un bébé? Bien sûr, il y a le vieillissement. En vieillissant, on perd de la force. On trouve toujours plus fort que soi, si on attend un petit peu. Mais même si on n'attend pas si longtemps que ça, il suffit de s'endormir pour, quand on dort, être aussi vulnérable qu'un bébé. Et donc, la première raison de s'associer, c'est de garder le sommeil les uns des autres. C'est un pacte très simple. Pendant que je dors, tu veilles sur moi. Et vous avez vu, l'extrait commence comme ça. Le père dort et c'est son fils qui conduit. Mais un peu plus tard dans le film, le fils disparaît parce qu'il veut aller se battre avec l'armée contre les extraterrestres, et le père se retrouve seul avec sa fille, et donc il ne peut pas faire des tours de garde, c'est pas sa fille qui va le garder. Et à ce moment de table rase, puisque vous n'avez plus aucun lien social, vous allez pouvoir, un peu comme en philosophie politique, imaginer un contrat d'association aussi simple que possible, aussi atomique que possible. Prenez deux atomes, deux hommes qui sont simplement en train de jouir de leur liberté naturelle, ils sont bornés simplement par leur force physique, qui vont s'associer. C'est la scène suivante. Vous allez avoir Tom Cruise avec sa fille, donc il n'est pas seul, il est en responsabilité, mais il va s'associer avec un autre qui est aussi seul et isolé que lui, parce que l'autre a perdu l'intégralité de sa famille. Vous avez perdu quelqu'un de proche. Tout le monde. Harlan, Ogilvy. Ray Ferrier. J'ai de la bouffe. Et de l'eau pour des semaines. Vous pouvez crécher ici, tous les deux. Je suis désolé. Il faut que je dorme un peu. Ces machines, ces tripodes qu'ils ont. Ils les avaient enterrés. Juste là, sous nos pieds. Depuis bien avant qu'il y ait des hommes sur Terre. Ils avaient projeté ça depuis des millions d'années. On est battu à plat de couture. Je vous en prie. Ma fille. Réfléchissez. Ils ont vaincu la plus grande puissance du monde en quelques jours. Ils nous ont anéantis.
Et c'est juste les premiers, d'autres vont venir. C'est pas une guerre, pas plus qu'il y a de guerre entre les hommes et les vers de terre. C'est une extermination. Vous avez peur? Bien sûr que j'ai peur. Le philosophe Alain disait « La peur est la mère de toute société ». Ce qui fait que des hommes s'associent, c'est qu'ils ont peur. Sans peur, il n'y a pas de lien social possible. Si au moment du sommeil, nous n'étions pas aussi faibles qu'un bébé, donc vulnérables, donc incapables de nous défendre, il n'y aurait pas de raison de s'associer. On pourrait rester à l'état de nature. Si les hommes s'associent, c'est que ce besoin pressant, vital, une nécessité première de garder son sommeil est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'à partir du moment où il passe un contrat, comment il passe le contrat? Il se serre la main. Au passage, il paraît que se serrer la main, c'est un signe de paix, parce que quand on serre la main, on vérifie que l'autre n'a pas d'arme dans la main. Si on veut pousser au bout, on peut s'embrasser. S'embrasser, ça permet de fouiller l'autre, de s'assurer qu'il ne porte pas d'arme sur lui. Et il paraît même que dans certaines contrées de Sicile ou de Sardaigne, lorsque des paysans se croisent au loin, ils se saluent en sortant leur couteau. Parce que le signe de paix, c'est de montrer à l'autre qu'on ne se servira pas de son arme. On peut même considérer que sourire, ça revient à montrer ses dents pour prouver qu'on ne s'en servira pas. Et c'est une forme d'équilibre de la peur, c'est un contrat d'association tout à fait archaïque et un peu primaire. Bon, Rousseau ne parle pas de ça, mais ce dont parle Rousseau, c'est de la différence entre une guerre et une extermination. C'est quoi la différence entre une guerre et une extermination? Une guerre, c'est quelque chose qui se déclare entre États. Il n'y a de guerre qu'entre des États constitués. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre privée, il n'y a pas de guerre entre individus. C'est vraiment l'obsession de Rousseau, c'est de démontrer par tous les moyens possibles qu'à l'état de nature, les hommes ne sont pas ennemis. On ne peut pas être naturellement ennemis. Le lion et l'antilope ne sont pas ennemis. C'est pas parce que le lion mange de l'antilope qu'il lui fait la guerre. Il se nourrit. De la même manière, là, les humains ne sont pas dans une relation de guerre avec les extraterrestres. Les extraterrestres sont dans la même relation avec les humains que les humains le sont avec des vers de terre. Alors, être le ver de terre de quelqu'un, c'est jamais très agréable, mais ça suppose qu'on est dans un état de nature et que d'une certaine manière, il ne saurait y avoir de crime. Puisqu'en fait, que font les extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils font sur cette planète? Ils utilisent les humains comme engrais. Ils les prennent, ils les tuent, ils leur pompent leur sang, ils vaporisent ce sang sur la planète pour faire pousser on ne sait pas trop quoi, c'est assez mystérieux. Mais ce qui compte là, c'est de bien s'apercevoir que ce n'est pas un acte guerrier, parce que dans l'acte de guerre, il y a une reconnaissance de l'autre, puisqu'on se déclare la guerre. Là, il n'y a aucune déclaration, il y a simplement une utilisation des humains comme ressources naturelles, de la même manière que des humains pourraient ramasser des vers de terre pour aller pêcher ou pour fabriquer de l'engrais. C'est exactement la même chose. Vous voyez, donc la différence là que fait le partenaire de Tom Cruise, Tim Robbins, il me semble, c'est une distinction de philosophie politique, c'est la différence entre une guerre et une extermination. Une guerre, c'est entre semblables appartenant à des contrats sociaux différents, qui sont ennemis à l'occasion simplement d'une guerre, alors que dans une extermination, il n'y a pas d'ennemis. Il y a une naturalisation de l'ennemi, il y a une réduction de l'ennemi à quelque chose de l'ordre de l'animalité. Alors faites très attention quand vous manipulez ces mots, ça ne veut pas dire qu'on extermine des animaux, ça veut dire que dans une extermination, il y a une négation de l'autre comme homme, et on le réduit à quelque chose de l'ordre de l'animalité, ou de l'insecte, ou de la vermine, et c'est pourquoi, si vous regardez politiquement la manière dont des génocides se sont constitués, ça commence toujours par une naturalisation de la cible. On le traite de vermine, de rat, vous voyez, on prend des métaphores qui nient l'autre comme semblable pour le réduire à quelque chose de l'animalité, de l'ordre de l'animalité nuisible. Alors un dernier extrait de ce film, on arrive à la fin, je vais un peu vite, il faut faire le film chez vous. Les armes humaines n'ont rien pu faire contre les extraterrestres. Vous remarquez au passage que ce n'est pas une invasion qui vient de l'extérieur. Les extraterrestres étaient déjà là, sous terre, et c'est très intéressant cette idée que l'invasion extraterrestre était d'une certaine manière préalable à l'apparition de l'homme sur Terre. Ça signifie que la dégradation du lien social est un risque interne au lien social. Vous voyez, ce n'est pas une attaque qui vient de l'extérieur. La vraie dégradation, elle vient toujours de l'intérieur. La guerre de chacun contre tous, que vous avez vu dans l'extrait précédent,
où vous avez vu tout le monde se battre pour une voiture, se battre à mort, c'est quelque chose qui est le risque interne à l'association. Vous voyez, donc l'état de nature que je vous ai décrivé, ou plus précisément, la guerre de chacun contre tous, c'est pas un état initial, mais ça peut être un état final. Alors comment ce film se termine? Apparemment sur une note positive. Vous allez voir, c'est extrêmement ironique la manière dont les extraterrestres vont finir par céder la place aux humains sur leur propre planète. Dès le moment où les envahisseurs sont arrivés, ont respiré notre air, mangé et bu, ils étaient condamnés. Ils furent défaits, détruits, après que toutes les armes et stratégies des hommes aient échoué par les plus minuscules créatures que Dieu, dans sa sagesse, mit sur cette terre. Au prix d'1 milliard de morts, l'homme a gagné son immunité, son droit de survivre parmi les organismes innombrables de cette planète. Et ce droit est le nôtre contre tout agresseur, car les hommes ne vivent ni ne meurent en vain. Alors une fin faussement hollywoodienne, c'est un faux happy end, puisque certes les humains survivent et les extraterrestres meurent, mais de quoi meurent-ils? Ils n'ont pas été vaincus par les humains, ils ont été vaincus par une sorte d'intoxication bactérienne ou alimentaire, parce qu'ils n'étaient pas adaptés à la planète. Et ils sont morts d'avoir consommé la nourriture terrestre. Et d'une certaine manière, comme les extraterrestres exterminaient les humains, qui ne valaient pas plus pour eux que des vers de terre, de la même manière, ce sont des bactéries qui ont exterminé les extraterrestres. Donc dans tous les cas, vous n'avez pas des rapports de droit, vous n'avez pas des rapports de guerre, parce que la guerre suppose des états de droit, vous avez des rapports de force, des rapports naturels, et par conséquent, la dernière expression que vous entendez, avec la voix française de Morgan Freeman, quand il parle du droit de survivre, que les humains auraient gagné par des milliards de morts, c'est tout à fait ironique, et c'est une alliance de mots. Le droit à la survie, ça n'existe pas. Personne n'a naturellement le droit à la survie, parce que c'est pas un droit. Vous voyez, on constate une existence, mais on ne peut pas dire que c'est un droit. Ou alors c'est un droit naturel, comme dit Rousseau, pour le distinguer du droit au vrai sens du terme, qui résulte d'une association. Et dans le contrat, voilà, on a quelques minutes pour des questions, donc je suis à votre disposition. Dans 300, à un moment, j'ai dit que, effectivement, pour Rousseau, lorsque dans une guerre, donc des hommes qui ne sont pas ennemis par nature, mais parce qu'il y a eu une déclaration de guerre entre deux États, auxquels ils appartiennent chacun de leur côté, lorsque deux hommes sont ennemis, et donc en tant que soldats, vous me dites s'il y en a un des deux qui rend les armes, alors il redevient simplement homme, et vous objectez, vous dites, oui, mais il était déjà homme. En fait, oui et non. C'est-à-dire que c'est ça qui est très très important à comprendre, c'est que quand Rousseau dit que vous battre contre un ennemi, en fait, c'est pas en tant qu'homme que vous le faites, c'est en tant que citoyen. C'est pas la même chose. Pourquoi? Et c'est même pas en tant que citoyen. Si, c'est parce que vous êtes citoyen, mais c'est en tant que soldat. Ça veut dire qu'en fait, vous n'affrontez pas l'autre pour des raisons personnelles. Ce n'est pas en tant qu'homme que vous vous battez avec lui, parce que naturellement, vous n'êtes pas ennemis. Et on peut tout à fait voir des soldats qui se sont tirés dessus, qui, lorsqu'ils se rendent, deviennent amis, enfin, parce qu'en fait, ils sont déliés de l'obligation de se tuer réciproquement en tant qu'ennemis. Vous voyez ? Donc un soldat qui dépose les armes, en même temps, il perd sa citoyenneté, il n'est plus citoyen, du point de vue Rousseau, hein, mais il garde son humanité. Pourquoi Rousseau fait cette distinction-là? Parce qu'il veut dire que c'est pas parce qu'on dépose les armes à la guerre, qu'on est prisonnier de guerre, c'est pas pour autant que ça donne des droits à l'autre sur nous. Du moment qu'on arrête de se battre les armes à la main, l'autre n'a plus aucun droit sur nous. Ni le droit de vie et de mort, alors que jusqu'ici, en fait, ça justifie l'esclavage. Si on vous a défait dans une guerre, on peut vous utiliser parce qu'on vous laisse la vie. Rousseau dit non, vous ne laissez pas la vie à votre ennemi, vous ne l'épargnez pas. S'il ne se bat plus, c'est pas vous qui lui laissez la vie. Il retrouve les droits naturels associés simplement au fait qu'il est vivant et donc homme. Vous voyez à quoi sert cette distinction ? Merci à vous, on n'a pas eu beaucoup de temps pour les questions, donc si vous avez des questions, il y a une page sur Facebook qui s'appelle Studio Philo, c'est un groupe sur Facebook. Vous pouvez me poser des questions et je répondrai. Merci à vous.